Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'INA en temps de crise sanitaire, un webinaire organisé dans le cadre de la semaine des arts et médias de l'université. Au travers de ce séminaire, nous vous proposons d'échanger autour des moyens mis en place par l'Institut pour assurer la continuité de la recherche, de l'éducation, de la culture, de l'information et de la distribution en temps de Covid. Ainsi, le webinaire s'articulera autour de la problématique suivante. En quoi l'INA a-t-elle réussi à élargir considérablement sa mission de média patrimonial de service public durant la crise sanitaire? Et comment cela s'est traduit au niveau de la mobilisation de ses équipes? Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants directement impliqués dans les stratégies d'accompagnement de l'INA pendant la crise. Anne Pavy, cadre documentaire en charge de la communication des fonds et de l'accueil du public. Bonjour Anne. Bonjour. Nous échangerons avec Anne dans un premier temps sur la manière dont les professionnels de l'INATech ont adapté leur méthode de travail pour assurer la continuité de service auprès de la communauté des chercheurs. Dans un second temps, nous allons échanger avec Antoine Baillet, qui est journaliste et responsable des éditions numériques à l'INA. Et nous allons aborder avec lui le travail d'élargissement de la diversité de l'offre éditoriale pour répondre à la demande en matière d'information, d'éducation et de divertissement. Nous allons aussi aborder l'accompagnement de l'INA dans le décryptage de l'actualité tout au long de la crise du Covid. Et pour finir, donc on va accueillir David Toucan, qui est ingénieur de recherche à l'INA et coordinateur du projet GEM. On va plutôt aborder la place particulière de l'IMA comme observatoire de la crise autour d'une thématique principale liée aux différences de représentation et de traitement existant entre les femmes et les hommes dans les médias français, notamment en abordant le projet GEM, donc Gender Equality Monitoring. Alors, nous allons donc commencer par vous, Anne Pavy, autour de la problématique de l'adaptation des services aux chercheurs en temps de crise sanitaire. Première question, Anne, quels ont été les moyens déployés par l'INA pour considérablement élargir l'accès à ces contenus durant cette première période de confinement? Alors, effectivement, dès le début du confinement, la question de l'accès aux sources et aux outils s'est posée de façon cruciale pour les usagers de l'INATech, qui est en fait au sein de l'INA le service qui gère la mise en consultation des collections de l'INA à des fins de recherche. Et nos usagers qui sont des étudiants, des chercheurs, ça peut aussi être des particuliers ou des professionnels qui sont engagés dans des projets de recherche, ont rapidement contacté l'INATech ou les délégations régionales afin de se renseigner sur les possibilités de poursuite de leur travail, puisque ce travail avait lieu d'habitude dans l'un des 50 lieux de consultation en France qui tous, évidemment, étaient fermés. Et l'INATech a une problématique tout à fait spécifique puisque nous mettons en consultation au titre du dépôt légal de la radio-télévision des collections que la loi nous interdit de mettre en ligne. Au-delà de la mise à disposition sur Internet, toute copie est également interdite, même dans un cadre de recherche, pour un projet de recherche. Et pour préciser également et pour introduire, aujourd'hui, l'INATech met en consultation 19 millions d'heures de programmes qui correspondent à 169 chaînes publiques et privées et plus de 15 000 sites web médias. Entre autres, il y a d'autres collections, et pour donner un point de comparaison, sur Ina Media Pro, qui est la plateforme qui s'adresse aux professionnels de l'audiovisuel qui souhaitent acheter des archives, il y a et qui propose par ailleurs uniquement des archives des chaînes publiques sur lesquelles l'INA a des droits. Sur cette plateforme Ina Media Pro, il y a aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'heures de programmes. Donc, on voit bien que on a été confronté à l'incapacité de mettre en ligne les contenus et de donner accès en ligne aux contenus à proprement parler dépôt légal pour nos usagers. Donc, afin de maintenir un service public de qualité, l'équipe s'est mobilisée pour proposer un accompagnement individualisé et personnalisé au plus près des besoins qui étaient exprimés.
Ça s'est fait en collaboration étroite avec les autres services de l'INA, j'y reviendrai, INA Media Pro, je vais vous en reparler, le service d'action culturelle et éducative, les ayants droit et le service et Madeleine, la plateforme dont on reparlera par la suite. Donc, ce que nous avons commencé à faire, c'est que nous avons proposé un accès à distance à ce qui était possible de partager, c'est-à-dire en particulier la documentation diffuseur, tout ce qui est fourni par les chaînes pour accompagner les émissions, qui, elle, était numérisée et qui est communicable à distance. Donc, par exemple, des conducteurs d'émissions, des rapports de chefs de chaîne qui décrivent des déroulés de journées de programmation, des programmes aussi, des journaux de programmes ou des bulletins de programmes fournis par les chaînes, et également les dossiers de production qui sont vraiment des dossiers qui accompagnent, des dossiers professionnels qui accompagnent toute la conception de l'émission. Et cet accès à distance a été encadré par la signature d'une licence, parce qu'évidemment, il y avait des problématiques juridiques, d'une licence de réutilisation des métadonnées INA à des fins de recherche, enfin c'est son nom, ce qui a permis justement de communiquer en dehors de nos emprises des choses qui habituellement ne l'étaient pas. Nous avons également procédé à des envois en masse de notices documentaires. Donc ça, c'est un mouvement qui est en cours. Il y a énormément de projets de recherche qui maintenant nécessitent de travailler sur d'énormes volumes de notices. On parle là de 50 000, 100 000, 200 000 notices documentaires. Ces envois sont toujours également encadrés par des licences de réutilisation de ces données. Donc, nous avons élargi à des personnes qui autrement auraient pu venir consulter et effectuer leurs recherches dans nos centres de consultation. Nous les avons aidés à faire des recherches à distance et nous leur avons envoyé, suite à la signature de la licence, ces données documentaires directement chez eux. Et par ailleurs, nous avons aussi communiqué aux usagers les données qui étaient dans leurs espaces de travail auxquels ils n'avaient plus accès et qui étaient nécessaires pour la poursuite de leurs travaux. Et donc, ces données, ces métadonnées, en quelque sorte, pouvaient être suffisantes pour tous les usagers qui étaient en phase de constitution de corpus, d'exploration des collections et de compréhension de leur structuration, ce qui est quand même une grande partie du travail que les usagers effectuent sur nos collections. Et lorsque la nécessité de visionner ou d'écouter était prioritaire, nous avons accordé des accréditations temporaires à INA Media Pro, donc le site habituellement réservé aux professionnels de l'audiovisuel, pour les usagers dont les sujets de recherche nécessitaient d'écouter des émissions soit antérieures au dépôt légal, soit également postérieures au dépôt légal, mais diffusées sur les chaînes publiques et donc présentes sur INA Media Pro. Et nous avons également renvoyé vers le site Madeleine, dont on parlera par la suite, et qui est sorti juste au moment du confinement, certaines personnes, lorsque nous savions que l'émission qui les intéressait était sur ce site. Voilà. Merci Anne. Autre question, comment l'INA a documenté cette crise sanitaire et l'épidémie en général pour offrir à la recherche des matériaux sur lesquels travailler? Alors, on a souhaité effectivement garder une trace de cet événement qui a été un événement social, mais aussi un événement médiatique. D'ailleurs, l'un des événements les plus importants de ces dernières années, puisqu'il a considérablement chamboulé les grilles de programme des chaînes. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Nous avons par exemple lancé la collecte à des fins d'archivage de la chaîne éphémère à la maison, qui a été lancée par Media One et qui est diffusée du 6 avril au 7 juillet 2020.
Nous avons également effectué, dans le cadre du dépôt légal du web média, des collectes, puisque nous archivons Twitter. Nous avons effectué des collectes spécifiques de tweets autour du Covid-19. Donc, nous avons repéré les hashtags les plus utilisés et nous avons collecté les tweets dans lesquels étaient ces hashtags. Donc, on a repéré à peu près 80 mots-clés qui retracent l'adaptation au confinement, les polémiques, les craintes aussi par rapport à la diffusion du virus et la vague de soutien aux soignants, etc. Ça fait à peu près 18 millions de tweets qui ont été collectés. Et ça, la collecte, d'ailleurs, se poursuit, hein, évidemment. On a également, un dernier exemple, on a également effectué une veille documentaire sur l'adaptation des programmes de télévision et de radio aux contraintes sanitaires et enrichi les fiches collections qui décrivent ces programmes. Par exemple, certaines émissions ont été adaptées aux contraintes sanitaires. D'autres ont été supprimés, d'autres remplacés par d'autres émissions. Donc, les chaînes ont bouleversé leur programme et nous avons gardé des traces de ces bouleversements. D'ailleurs, il y a un article sur notre blog Hypothèse qui donne un peu le making-of de cette veille documentaire, la façon dont les documentalistes ont procédé. Donc, et un petit peu aussi, on donne à voir un peu une réflexion sur justement les questions qu'on s'est posées au moment de mettre en place cette veille et ce descriptif du bouleversement des grilles de programme et des typologies d'émissions par les chaînes lorsque l'épidémie est apparue. Et en particulier pendant la période de confinement, mais également après, puisqu'on continue encore, bien entendu, aussi cette veille. Merci beaucoup, Anne, d'avoir répondu à nos questions. Et on va désormais passer la parole à Antoine Bayet et Nina. Bonjour. Alors, bonjour. Je vais poser une première question assez large. Au début de la crise, de quelle manière l'INA a réussi à continuer de satisfaire à la fois les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction des Français? D'abord, vous me faites me replonger dans une époque qui a 1 an tout juste, que je n'avais pas forcément prévu de revisiter de cette manière-là. Pour vous décrire un petit peu l'activité dont je m'occupe à l'INA, moi je m'occupe de toute la partie qui va être les réseaux sociaux, les éditions sur les sites internet, bref, toute la partie média de l'INA. C'est une quarantaine de personnes qui produisent des contenus, qui sont aussi il y a des développeurs et des spécialistes du marketing. Et en fait, tous les jours, on produit du contenu, comme une rédaction. Donc, ça veut dire que tous les matins, il y a une conférence de rédaction et puis on se dit, bah, tiens, en fonction de l'actualité, on va accompagner l'actualité de telle ou telle manière. On va rebondir là-dessus, on va lancer des recherches. Et donc, ça veut dire qu'on produit de la vidéo. Bah, ça, je peux vous dire que le faire à distance, première chose, c'est pas très facile. Manier des fichiers vidéo qui font plusieurs mégas, mettre en place une chaîne de montage avec des monteurs et des rédacteurs et mettre tout ça en place à distance, je peux vous dire que c'était tout sauf acquis. On l'avait un petit peu vu venir quand même, donc on avait un petit peu anticipé. Mais pour produire une vidéo, aujourd'hui, il n'y a rien qui est plus simple que d'avoir un rédacteur, un monteur qui sont côte à côte et qui travaillent ensemble. Donc, la première chose qu'il a fallu faire de notre côté, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir continuer à produire, à décrypter l'info qui se produisait et à l'illustrer à partir de nos archives. Ça, c'était la mission de base, on va dire. Ça s'est assez vite bien passé, mais c'était particulier.
on avait une certaine pression pour continuer à le faire parce que on a très vite vu que nos audiences étaient absolument hors du commun pendant cette période de confinement. C'est un pic total et absolu de notre côté de consommation de vidéos sur Facebook, sur YouTube notamment, tout simplement parce que les utilisateurs étaient chez eux et avaient du temps aussi pour le faire. Donc, notre réponse, notre premier niveau de réponse, c'est celui-là, continuer l'activité. On a assez vite, et je vois comme on est joueur et comme c'était pas suffisant de se dire juste qu'on allait réussir à continuer à produire, en fait, on avait depuis plusieurs mois dans les cartons une refonte complète de notre offre SVOD. Donc, notre offre SVOD, elle s'appelait jusqu'à présent Ina Premium, elle s'appelle désormais Madeleine. Et c'est un petit Netflix des archives, quoi. C'est un petit d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut que je dise petit, mais c'est 13 000 contenus en intégralité qui sont disponibles moyennant un abonnement. Et puis, ça faisait plusieurs semaines qu'on savait que ça allait. On s'apprêtait à le lancer, on s'apprêtait à la lancer cette offre. Il y a un an, tout juste, je crois qu'on a fait la soirée de lancement. Ça doit être la dernière fois où on a pu faire une soirée physique pour lancer quelque chose. Mais on n'était pas tout à fait prêt. Le 16 mars, début du confinement, on n'était pas tout à fait prêt. Mais en même temps, on a quand même très vite compris que c'était notre job de service public de pouvoir proposer très rapidement l'offre. Et donc, on a accéléré la sortie. Donc, tout à l'heure, je vous racontais que c'est toute une histoire de réussir à faire produire des vidéos en étant à distance. Je peux vous dire que terminer un site avec des développeurs d'un côté, des chefs de produits de l'autre, des équipes éditoriales d'un autre, c'est pas mal aussi au niveau complexité. C'était assez sympa. Et donc, on a réussi à sortir Madeleine le 19 mars. Pour être tout à fait franc, on aurait aimé avoir une semaine de plus. Tout n'était pas parfait au moment du lancement. Et en même temps, c'est quand même tellement notre job et notre mission que d'avoir une proposition éditoriale forte et atypique à ce moment-là que, rétrospectivement, je ne regrette pas du tout qu'on l'ait lancé même de manière imparfaite. Cette offre d'abonnement, elle est normalement gratuite le premier mois. On a décidé de la rendre gratuite pour 3 mois au moment du début du confinement. On savait très bien que ça voulait dire qu'on renonçait et que des gens, au bout de 3 mois, ne se convertiraient pas en abonnés payants. Oui, mais c'est notre job. Voilà un petit aperçu. Le dernier logo qui figure sur votre presse, c'est Lumni. Lina est co-animateur et co-éditeur avec France Télévisions de Lumni, qui est l'offre éducative de l'audiovisuel public et qui est née en novembre 2019. Donc, au moment du confinement, Lumni a 3 mois. Grosso modo, pour vous raconter un petit peu les choses sur Lumni, France Télévisions s'adresse à tout le public enfant et Lina s'adresse à tout le public enseignant. On a comme ça ces ressources un petit peu différentes qu'on met à disposition. On ne parle pas à un élève comme on parle à un enseignant. Et donc, assez vite, on s'est parlé avec France Télévisions, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec nos partenaires de l'audiovisuel public. France Télévisions a très vite eu cette envie de décliner Lumni, qui était une offre numérique, dans des programmes télé. Vous avez peut-être vu que sur France 4, il y a eu toute une série de programmes avec des enseignants qui présentaient des cours, tout simplement, pour assurer la continuité pédagogique. De notre côté, on n'allait pas se mettre à faire des cours pour les profs, ça n'avait pas grand sens, mais du coup, on a passé vraiment en accès le plus ouvert possible toutes les ressources que l'on avait pour faire cours, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement des enseignants qui ont fait cours à leurs enfants pendant le confinement, il y a aussi des parents qui étaient en recherche d'énormément de contenu pédagogique. Et donc, nous, ça faisait sens d'ouvrir, alors que d'habitude, c'est un accès un peu restreint. Il faut une adresse mail @education.gouv.fr, @haclille.fr pour accéder aux ressources destinées aux enseignants. Là, on a tout ouvert et on ne l'a pas regretté parce que ça a été de la même manière un boom de consultations assez inédit.
tout simplement. Voilà le panorama un peu général de ce qui s'est passé il y a un an tout juste sur les activités édito de l'INA. Merci beaucoup. Je regarde parce que vous avez un peu répondu aux questions d'après. Pardon. Ben non, mais c'est parfait. Est-ce que vous pouvez revenir sur Madeleine et l'accès gratuit parce que vous avez dit que ça a pas forcément, ça vous a pas forcément permis d'avoir plus d'adhérents. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous a quand même permis d'augmenter le niveau d'adhésion du public? Et est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a permis d'attirer un nouveau public? Oui, oui, oui et oui. Donc, oui à tout. Je vais me mettre très cynique, mais ça reste entre nous, hein. On n'a pas on est l'INA, donc au sein de l'audiovisuel public, on n'a pas des ressources qui sont forcément aussi élevées que Radio France ou France Télévisions, par exemple. On est un petit acteur de l'audiovisuel public, on en prend notre part, notre singularité, mais au niveau des financements, voilà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes. Et donc, quand on lance un produit comme Madeleine, on cherche à faire des campagnes de pub, des campagnes de communication. À l'échelle de l'INA, on fait des campagnes que, allez, par euphémisme, je pourrais dire, on essaie de rendre les plus tactiques possibles. Autrement dit, on a des budgets qui sont assez limités. Pour vous donner un ordre d'idée, Madeleine, une campagne de lancement, on était sur un budget global qui était à 5 chiffres. C'est absolument ridicule quand parmi nos concurrents, il y a Netflix. Voilà, on avait de quoi se payer 5 pages de pub dans des journaux ou à peine plus. Donc, ce sont des budgets qui sont limités. Et donc, si je suis très, très cynique, en fait, ce lancement de Madeleine à ce moment-là nous a permis de faire parler de nous beaucoup plus que ce que nous aurait permis un lancement en temps normal. Et donc, ça nous a aussi offert de la visibilité. On était une des alternatives de services publics à la consommation de Netflix et d'Amazon Prime. Et donc, ça a attiré de l'attention de journalistes aussi à ce moment-là. Et donc, vraiment, ça nous a permis vraiment d'exister. Le bilan, il est excellent aujourd'hui. Donc, notre précédente offre qui s'appelait INA Premium, c'était 15 000 abonnés. Au moment où on a basculé de INA Premium vers Madeleine, en 3 jours, on est passé de 15 000, en 3 semaines, pardon, excusez-moi, je revisite un peu les trucs. Mais donc, en 3 semaines, on est passé de 15 000 à 60 000 abonnés. Donc, tous ne sont pas restés des abonnés payants. Après, on en a perdu quelques-uns au bout des 3 mois, mais ça, c'est normal en fait. C'est la vie d'une plateforme comme Madeleine. Là, on est encore sur des chiffres qui n'ont plus rien à voir. Un an plus tard, on est sur des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était INA Premium à l'époque. Donc voilà, si j'ai un côté très cynique, le confinement a aussi été un accélérateur de cet usage-là de la SVOD. C'est ce qu'on a observé vraiment de manière très, très forte partout. D'accord. Ensuite, dans le cadre d'une nécessité urgente de numériser les enseignements et la culture, comment l'INA a réussi à déployer des stratégies de réponse à des demandes qui ont été rapidement très urgentes? Donc, cette partie-là se passe évidemment par l'UMNI et par l'animation et la coédition avec France Télé de l'UMNI. Le canal qu'on a trouvé, en fait, c'est d'ouvrir un échange direct avec des enseignants sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça, en fait, ce qui a pu se passer à ce moment-là. On avait des enseignants qui lançaient des bouteilles à la mer et qu'on a vu sur des réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient pas de ressources vraiment pédagogiques
ils cherchaient des ressources pour accompagner des élèves de tel ou tel niveau. Et en fait, de notre côté, nous, il y a vraiment eu quelqu'un pendant toute la durée du confinement dont l'une des missions était de répondre aux enseignants et de leur suggérer. Vous avez un prof d'histoire de seconde qui va tweeter qu'il n'a accès à rien, sans même forcément nous mentionner. Nous, à ce moment-là, proactivement, on allait lui suggérer des ressources qui sont présentes sur Lumni. Donc, on a fait une espèce de service après-vente ou même service avant-vente de la relation avec les enseignants en utilisant les lieux sur lesquels les enseignants sont présents et sur lesquels ils s'expriment, qui sont les réseaux sociaux, du coup. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on a particulièrement renforcée pendant la crise sanitaire. D'accord. Une dernière petite question à propos de TikTok, parce que vous avez lancé votre compte TikTok en février 2021. Et on se demandait si ça avait été motivé par la crise sanitaire ou si c'était un projet de plus longue date. Et quels sont vos objectifs sur cette plateforme? Découvrir, tester, expérimenter. Lina, aujourd'hui, on est présent comme réseaux sociaux ou plateformes vidéo. On a fait le pari de se dire que nos contenus devaient être consommés sur les réseaux sociaux et sur les lieux d'usage des publics. Ça ne sert à rien de notre côté d'essayer désespérément de faire venir des utilisateurs sur notre site internet, alors qu'aujourd'hui, l'usage des publics n'est plus le temps d'aller sur un site internet, mais d'ouvrir des réseaux sociaux, etc. Donc, on est présent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, encore sur Dailymotion, je ne sais pas pourquoi. Mais, enfin bon, bref, on y est encore présent. Et on regarde toujours ce qui se passe sur des nouveaux lieux de diffusion, des nouveaux lieux qui apparaissent. On a des stratégies qui sont adaptées à chacun de ces environnements-là. On ne fait pas exactement la même chose sur Instagram que sur YouTube. Sur Instagram, on a une audience qui est majoritairement majoritairement féminine et majoritairement en dessous de 35 ans. Sur YouTube, on a une audience qui est extrêmement masculine, jeune aussi. Mais donc, voilà, on fait attention à ce type d'usage-là. Facebook, c'est plutôt… on a autant de gens en dessous de 45 ans qu'au-dessus de 45 ans sur Facebook. Donc, on a un âge médian qui est un peu plus élevé. Bref, nous, on a une mission d'essayer de transmettre le patrimoine à toutes les générations. TikTok s'impose aujourd'hui comme un lieu de consommation de contenu par des jeunes générations. On doit essayer de jouer de s'approprier ces codes-là. Et donc, en fait, c'était à moitié une blague quand je vous disais qu'on expérimente. C'est vraiment une expérimentation qu'on lance. On regarde un petit peu ce qui va se passer. Je ne vous cache pas que trouver des vidéos qui soient consommables en 1 minute, c'est un sacré défi parce que nos archives, les valeurs de plan ne sont pas tout à fait les mêmes, les temps dans lesquels une information est donnée ne sont pas tout à fait les mêmes que ce à quoi on va être habitué à consommer aujourd'hui comme contenu. Et donc nous travaillons sur tous ces codes-là. Et pour nous, c'est un défi. On expérimente. Puis c'est un petit défi créatif aussi. Essayer d'isoler et de trouver des ressources pertinentes, diffusables en 1 minute. Il n'y avait pas de lien avec la crise sanitaire. Peut-être que dans quelques semaines, on lancera des éditions sur Snapchat. C'est pareil, c'est pas en lien avec la crise sanitaire, c'est vraiment en lien avec notre stratégie globale de développement sur les plateformes sociales. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et maintenant qu'on a vu comment Lina a relayé l'information, on peut aborder l'idée que cette information a majoritairement été relayée par des hommes, et ça nous amène à la 3e partie de cette table ronde. Merci Nina. Et bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
Donc, on va aborder le projet GEM qui analyse l'actualité au regard des questions de genre et notamment la place des femmes et des hommes dans les médias. Donc, c'est très actuel. J'ai cru comprendre que vous avez été beaucoup sollicité ces derniers temps pour la journée des droits des femmes le 8 mars dernier. On va peut-être y revenir après. Juste pour resituer un peu le projet GEM, qui rassemble 7 partenaires, on peut les voir sur la slide. Il est financé par l'Agence nationale de la recherche. Et le projet dispose aussi d'un comité scientifique externe où on retrouve donc le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Radio France, le groupe Canal+, le DEPS, donc Département des études de la prospective et des statistiques, le LISIS, Laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation et Société, et finalement la chaîne franco-allemande Arte. Donc David, vous êtes coordinateur du projet depuis 2020. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment se porte ce projet? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc oui, donc le but de ce projet, c'est un projet de recherche. Donc, il s'agit de produire des connaissances en sciences et faire progresser l'état de l'art. Donc, quand on parle de produire des connaissances, ça peut être tant sur le plan technologique que sur le plan sciences humaines. Euh, donc, ce projet contient un certain nombre de défis. Il vise à décrire les représentations des femmes et des hommes dans les médias, dans tout ce que ça peut avoir de complexe. Quand on parle de décrire les représentations, on pense souvent à compter les femmes, compter les hommes, mais ça peut très vite devenir beaucoup plus subtil. On peut mesurer le temps de parole de chacun, envisager de voir si des personnes sont interrompues, comment les gens sont représentés en fonction de leur tranche d'âge, ce genre de choses. Donc pour y parvenir, on a ce consortium de 7 partenaires avec l'INA, Deezer, qui sont fournisseurs de contenu et qui font de la recherche en techno. On a 2 laboratoires d'informatique et 3 laboratoires de sciences humaines spécialisés en analyse des médias et sur la question du genre. Donc les défis qu'on a, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut compter, quel angle de vue on prend pour décrire les représentations femmes-hommes dans les médias. Parmi certains exemples, on peut compter le nombre de références au corps ou à la vie privée. On sait que les journalistes posent plus de questions aux femmes qu'aux hommes sur leur vie privée, leur vie sentimentale, même sur leur tenue. La question, vu qu'on est dans une société qui bouge, c'est est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on se rapproche d'une égalité de traitement? Ce genre de choses. Pareil, il y a le thème très en vogue médiatiquement en ce moment autour du man-interrupting. Qui interrompt le plus qui? Est-ce que les hommes interrompent autant les hommes que les femmes? En quoi ça joue? Et une fois de plus, en quoi ça évolue? En quoi ça change en fonction des émissions, des présentateurs, des époques? Toutes ces choses-là. Donc c'est un projet où on doit trouver, il s'agit de créer des nouvelles méthodologies d'analyse, en se fondant soit sur des avancées technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, soit carrément sur des nouveaux cadres méthodologiques de sciences humaines. On a quelques résultats qu'on peut afficher à l'écran. Concernant la crise sanitaire, j'avais cru comprendre qu'il était assez difficile de déterminer l'évolution du temps de présence des femmes dans les médias, parce qu'il a fallu avoir accès à une quantité de données conséquente que l'INA détient. Est-ce que vous pourriez commenter déjà les données qu'on peut voir et notamment expliquer pourquoi vous utilisez l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne concrètement? D'accord. Alors, donc typiquement, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, c'est qu'il y a eu, ce qui a été un peu déclencheur des études qu'on a produites, c'est qu'il y a eu la une d'un journal qui s'appelle Le Parisien, qui présentait le monde d'après. Elle présentait le monde d'après avec en affiche 4 hommes. Ça a suscité beaucoup de réactions de la part des politiques, des militants. Ils disaient comment ça, un monde d'après avec uniquement des hommes. Suite à ça, il y a le Premier ministre qui a chargé la députée Calvez d'essayer d'établir un état des lieux. Est-ce que la crise, oui ou non,
diminue la représentation médiatique des femmes. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, non seulement il faut être capable de faire un état des lieux à l'instant T, comment les femmes sont représentées à l'instant T. Faut également être capable de savoir comment elles l'étaient avant. Et pareil, pour comparer ce qui se passe à l'instant T et ce qui se passe avant, bah, il faut être capable de mesurer les mêmes choses dans les mêmes conditions. Donc là, on avait à faire face à une demande politique exprimée dans l'urgence, pour laquelle il fallait des résultats très très vite. Donc, ça voulait dire, pour chaque chaîne, être capable de faire un état des lieux séparé. Et typiquement, si on veut être rigoureux, on ne peut pas se permettre de prendre un cas particulier et de dire c'est ce qui se passe, ce cas-là, c'est représentatif de ce qui se passe dans tous les médias. Ou même prendre une émission, dire sur Arte, toutes nos conclusions sur Arte, elles vont se fonder sur l'analyse de cette émission-là. Sinon, on a ce qu'on appelle des biais d'échantillonnage, c'est-à-dire surreprésenter des cas particuliers. Et donc, si on veut éviter ces biais d'échantillonnage, la seule solution qu'on a, c'est d'avoir des approches exhaustives. C'est-à-dire, on nous demande en quoi ça a été modifié pendant la crise. D'accord, on va analyser tout ce qui s'est passé pendant la crise. Et ça, l'automatisation des analyses permet de dire, d'accord, on va prendre 100 chaînes différentes. Les 100 chaînes, on va les analyser H24 pendant le confinement et on va les comparer à ce qui se passait l'an dernier. Alors là où ça a été méthodologiquement compliqué, d'accord, on veut comparer la crise, mais à quoi? Ce qui est difficile, donc là dans les figures que vous nous montrez, on s'est penché sur la notion d'autorité symbolique et de domaine d'intervention. Donc pour cette étude, on a fait c'est une étude qui a été semi-automatique, c'est-à-dire on a combiné des intelligences artificielles avec de l'expertise humaine, parce que l'intelligence artificielle permet de repérer des choses peu complexes, mais vite. Et les humains, c'est bien connu, à l'heure où on parle, ils sont plus intelligents que les machines. Donc, des notions assez subtiles, comme savoir à quel point une personne dispose d'une autorité symbolique, sur quel domaine d'intervention elle s'exprime. À l'heure où je vous parle, il n'y a que des humains qui sont capables de le faire de manière rigoureuse. Les machines ne sont pas assez fortes pour le faire. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est le choix méthodologique qu'on a fait, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour repérer les incrustations texte dans les journaux télévisés. Les incrustations texte, c'est des petits bouts de texte où on voit, par exemple, Karine Lacombe, infectiologue, chef de service à la PHP. L'intelligence artificielle va les repérer, va les présenter à des chercheuses en sciences humaines qui faisaient partie du Cécile Méadel et Marlène Coulon-Dully, qui sont chercheuses au LERAS et au Charisme, et qui, elles, à partir uniquement de ces incrustations texte, ont été amenées à déterminer l'autorité symbolique des personnes présentées à l'écran. Donc de cette manière, par exemple, en présentant uniquement les incrustations, ça a permis d'analyser par exemple 24 heures de contenu diffusé sur BFM TV avec seulement 40 minutes d'intervention humaine d'experts. C'est-à-dire, au lieu de demander aux gens de passer plus de 24 heures à visualiser les contenus et de mobiliser leur intelligence précieuse, car humaine, donc coûteuse, pendant beaucoup plus que 24 heures, là, on les mobilise que 40 minutes. Et donc, ça permet de traiter beaucoup plus d'incrustations texte que si on avait dû faire le décompte manuellement. Donc là ce qu'on voit sur ces figures, c'est que globalement, pour ce qui est de l'autorité symbolique, du niveau d'expertise des personnes présentées à l'écran, quelle que soit la chaîne, les hommes sont davantage présentés en situation d'autorité symbolique, médecins, chefs de service,
préfets, responsables politiques, que les femmes. Donc ça c'est la première chose qu'on voit. Déjà, ce qu'on sait et ce qu'on a montré dans d'autres études, c'est qu'on voit de toute façon 2 fois plus d'hommes que de femmes dans les médias. Là, ce que vous voyez sur la première figure à gauche, c'est que même s'il y avait le même nombre de femmes et d'hommes, de toute façon, les hommes sont systématiquement représentés davantage en position d'autorité symbolique que les femmes. Et donc, dans la figure de droite, on voit les répartitions en termes d'autorité selon les domaines d'intervention. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que notamment dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, c'est qu'on voit plus de femmes dans des positions d'autorité moindre, aides-soignantes, infirmières. Et c'est pas étonnant non plus, parce que à ces positions-là, les infirmières et les aides-soignantes, c'est au moins 90% de femmes. Donc au final, les femmes sont moins représentées quand même que ce qu'elles sont réellement dans ces milieux. Et donc voilà, on a pu décrire ça pour tous les domaines. Typiquement, voilà, en économie, on voyait aussi beaucoup de femmes dans des positions d'autorité moindre, les caissières, les vendeuses. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu décrire en détail. Et le fait d'avoir d'avoir combiné intelligence artificielle et intelligence humaine, ça a permis de traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et donc d'avoir des estimations a priori les plus fiables de ce phénomène sur cette période. C'est vrai que c'est des graphiques qui sont très parlants. Vous avez analysé 700 000 heures de programme, c'est ça au total? Pas dans le cadre de cette étude. Dans l'autre étude qu'on va aborder, oui. Dans le cadre de cette étude, j'ai oublié le chiffre, c'était peut-être 800 heures ou quelque chose D'accord. comme Ok. ça. Parce que c'était une étude mixte où on combine intelligence humaine et intelligence automatique, sachant qu'il y a vraiment on est impliqué dans tout type d'études. Dans des études 100% manuelles, il y a des études où on passe 16 heures pour analyser un JT de 40 minutes, en faisant tout à la main. Il y a des études où on 100% automatique, où là, l'analyse est faite par les machines. Et il y a donc les études manuelles, ça permet de décrire des phénomènes beaucoup plus complexes. Les études automatiques, des phénomènes beaucoup plus basiques. Et pour l'entre-deux, on essaie de combiner ça pour avoir un bon compromis entre complexité des phénomènes et volume, sachant qu'en dessous d'un certain volume, on peut considérer que ce n'est pas forcément pertinent. D'accord. Et du coup, on va aborder oui, la seconde étude. Donc, qui a été publiée dans la revue des médias de l'INA. On peut voir les deux références pour voilà, si les personnes veulent jeter un coup d'œil. Donc là, on s'est aperçu que seulement 28% des interviewés dans les journaux télévisés étaient des femmes. Est-ce que vous pourriez, pareil, commenter un petit peu ces résultats et la manière dont vous avez utilisé l'intelligence artificielle dans ce cas spécifique? Donc, dans le cadre de cette étude, on a utilisé de l'intelligence artificielle entraînée sur des voix d'hommes et de femmes pour détecter la parole des femmes et des hommes dans les programmes automatiquement. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre plein d'exemples de voix d'hommes, plein d'exemples de voix de femmes, entraîner un système et le lancer. Alors là, pareil, j'ai plus les chiffres, mais c'est marqué dans l'étude. Vous savez, moi, quand je rédige des articles, à partir du moment où c'est marqué, je peux me permettre d'oublier. Mais bon, on va dire qu'il y avait une bonne centaine de chaînes qui ont été passées au crible, en étant analysées 24 sur 24. La difficulté qu'on a pu avoir pour cette étude, c'est que le pourcentage de parole des femmes et des hommes, il varie en fonction des saisons. C'est-à-dire, par exemple, l'été, souvent, on entend plus les femmes que le reste de l'année. Donc, comparer cette période de confinement, on ne peut pas la comparer à n'importe quoi. L'autre difficulté méthodologique qu'on a eue, c'est que je pense qu'on peut dire heureusement, même si les femmes continuent de parler moins que les hommes à la télé et à la radio, ça s'améliore d'année en année. Et donc, ce qui était compliqué à voir, d'accord, on pouvait comparer la période du confinement
à la même période un an avant. Seulement, ce qui se passait, c'est que vu que ça évolue année après année, en fait, si on voyait, par exemple, le même temps de parole, est-ce que c'est que ça n'a pas bougé ou est-ce que c'est que ça a augmenté en septembre, octobre, novembre, décembre et ça a rebaissé pendant le confinement? Donc, on a dû mettre au point une stratégie où on a comparé l'évolution sur une période neutre, septembre-décembre, d'une année sur l'autre, pour savoir déjà sur cette année, est-ce que avant la crise, le temps de parole des femmes avait augmenté? Et ensuite, sachant qu'on avait une estimation de ce qu'il avait augmenté en moyenne, voir maintenant que c'est le confinement, au vu de l'augmentation de ce qu'on aurait pu attendre, est-ce que ça a baissé ou pas? Donc là, ce qu'on a pu voir, et donc ce qu'on a pu voir, c'est dans la figure à droite, c'est que ça a particulièrement baissé sur les chaînes d'information en continu privé. C'est sur ces chaînes-là, c'est là qu'on a vu la plus grosse baisse de temps de parole des femmes. Et si on retourne à la figure en haut à gauche, je vous ai parlé tout à l'heure de biais d'échantillonnage, de la nécessité de ne pas prendre un cas particulier et de généraliser. Là, ce qu'on voit sur la courbe en orange, c'est que selon les jours, ça peut varier énormément. Que le pourcentage de paroles des femmes, il a pu varier entre 47% et 28%. Et c'est là où ça illustre vraiment le besoin de ne pas se focaliser sur un jour, de ne pas se focaliser sur une émission, de tout prendre. Parce que si on est sur un point particulier, on va décrire un point particulier. Et typiquement, utiliser une observation particulière pour alimenter le débat public sur des sujets quand même assez sensibles, qui sont l'égalité femmes-hommes dans les médias, c'est risqué. Ça peut provoquer plein de réactions. Et surtout, c'est pas rigoureux. Très bien. Est-ce que, par curiosité, le projet GEM va avoir, quel avenir va-t-il avoir et dans quel cadre va-t-il servir? On ne sait pas vraiment. C'est un projet de recherche, c'est prospectif. Donc on essaye des choses, on essaye plein de choses. On essaye d'analyser le contenu de la parole des femmes et des hommes, savoir de quoi ils parlent, essayer de repérer sur quel sujet ils s'expriment automatiquement. On essaie typiquement là, on vient de lancer une thèse avec Rémi Hureau, qui est un des co-auteurs de cette étude. Lui, il va faire une thèse sur le manterrupting et les interruptions en général. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus. Le manterrupting, c'est un terme qui est utilisé comme une évidence dans le débat public. Savoir, ouais, en fait, quand on regarde ça à la loupe, la notion d'interruption, est-ce que j'ai interrompu quelqu'un? En fait, c'est extrêmement subjectif. C'est super dur à définir. Quand on analyse des programmes et des programmes et des programmes, on voit tous les cas particuliers possibles. Typiquement même des journalistes qui disent Oh, je dois distribuer la parole à monsieur, veuillez vous interrompre. Est-ce que ça, c'est une interruption? Enfin, et donc, nous, c'est un sujet qui nous semble suffisamment complexe pour faire une thèse dessus. Et donc, voilà. Donc, c'est de la recherche. Il y a une part de risque beaucoup plus importante que dans l'ingénierie. On verra bien ce qu'il en ressort. À l'heure où je vous parle, déjà, je suis très heureux quand même que ce projet ait fait l'objet d'un transfert technologique de la recherche vers le monde réel, notamment politique. Les chiffres qu'on a produits ont été utilisés dans le rapport de la députée Calvez, j'ai eu le plaisir de les présenter devant les ministres, etc. Donc, ils sont étudiés désormais par les instances gouvernementales. Pour la deuxième année consécutive, on participe également au rapport du CSA, au rapport annuel qui a été présenté jeudi dernier, il y a moins d'une semaine, qui rend compte de manière assez officielle de la place des femmes et des hommes dans les médias. Donc, juste ici, le CSA comptait les personnes. Nous, on rajoute à cette information de décompte des personnes leur temps de parole. C'est-à-dire, une personne peut être en plateau, mais ne pas s'exprimer autant que ce qu'on pourrait imaginer. Donc là, le rapport de cette année intègre un décompte manuel à nos estimations automatiques. Donc, c'est au bout d'un an seulement des résultats quand même très positifs qui impactent le monde réel.
Le projet est censé durer encore 3 ans. Qu'est-ce qu'il va en sortir? Je ne lis pas l'avenir, mais, mais bon, c'est plutôt bien parti. Génial, merci beaucoup David. Et donc un projet à suivre dans les 3 prochaines années. Maintenant, on va passer aux questions. S'il y a des questions, donc c'est possible de les écrire dans le chat. A priori, pas de questions à noter. Du coup, je vais laisser Léa conclure. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai juste une petite question pour David Ducamp qui n'a pas de rapport avec la crise sanitaire, mais vous avez parlé du fait qu'on entend plus les femmes l'été à la télévision et à la radio. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des pistes d'explication pour ça? Ouais, je pense. Alors, il se trouve qu'on vit dans un monde où, à poste et compétences égales, les femmes sont payées un peu moins. L'été, il y a moins de gens qui regardent la télévision. Donc, c'est pas impossible que ça soit dû au fait qu'il y ait moins d'audience et que les chaînes mettent moins de budget à ces moments-là. D'accord. Et que voilà, les postes étant occupés le reste de l'année par des hommes, c'est aussi pour ça qu'en moyenne, on entend un peu plus les femmes l'été. Donc pareil, ensuite, toutes ces choses-là, nous, on a des estimations automatiques qu'on produit, qu'on rend disponibles en open data sur le site data.gouv.fr. On les rend disponibles pour qu'elles soient réutilisées, pour que d'autres chercheurs et chercheuses se les approprient et fassent les études qu'on n'a pas eu le temps de faire. Si des personnes, chercheurs, journalistes, font ce travail, par exemple, de collecte de données sur les salaires, les budgets des chaînes en fonction des années, en fonction des chaînes, en fonction des périodes de l'année, et les croisent avec nos données de temps de parole, ça permettra non pas que moi je vous donne une hypothèse, mais juste de le prouver. De le prouver, de le décrire scientifiquement, rigoureusement. Voilà, on a donné le code, le temps de parole, on l'a rendu disponible. Maintenant, on va laisser un peu les autres travailler. Mais moi, je serais, voilà, à titre intellectuellement, je serais extrêmement heureux que des gens décrivent ce lien, par exemple, entre salaire, budget et temps de parole des femmes. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question de Raphaël Moine, donc plutôt pour Anne Pavie, je pense. Quelles pratiques nouvelles de conservation, de communication aux chercheurs, etc., nées de la crise sanitaire, pourraient persister après la crise sanitaire? Alors, effectivement, je pense qu'on va vers une mise à disposition en ligne de plus de contenu. Effectivement, l'open data, c'est une tendance. Hein. David vient de parler de la plateforme data.gouv sur laquelle il y a des jeux de données. Il y a aussi, par exemple, le classement thématique des sujets de journaux télévisés. Il y a un corpus du web média sur la télé-réalité sur le web. Donc, la tendance, c'est ça, c'est de mettre des données de plus en plus à disposition. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé, parce que j'attendais une autre question, mais tout à l'heure, je n'ai pas parlé de notre catalogue en ligne inatech.ina.fr. Ce catalogue a justement été étendu à l'occasion du premier confinement. En fait, au départ, les notices étaient volontairement tronquées. Enfin, c'était du catalogage qui était présenté. Nous les avons rendus intégralement visibles et avec tous les champs des descriptifs des notices qui, par ailleurs, sont interrogeables.
Donc, ce catalogue recense toutes les émissions qui sont archivées par l'INA. Et pour la petite histoire, on retiendra que c'est en plein confinement que ce catalogue a franchi la barre de 50 millions de notices consultables en ligne. Donc, je pense que voilà, on va vers la mise à disposition de plus en plus de ressources. Et puis, je pense aussi que la communication à travers des canaux via des webinaires, via des, réunions à distance. Nous, ça nous a ouvert des possibilités. Quand, par exemple, jusqu'à présent, on refusait, mettons, d'accueillir des groupes de plus de 25 personnes parce que notre salle de réunion ne peut pas accueillir plus de 25 personnes, etc. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, les réunions en ligne offrent la possibilité d'élargir une certaine forme de communication avec certains publics. Donc, ça offre des possibilités qu'on continuera à explorer au-delà, effectivement, de cette crise. Merci. Alors, je vois une autre question. Ah, mais 2 questions pour Antoine Baillet. La première, du point de vue de votre service, la crise sanitaire est-elle une parenthèse terminée? Dans quelle mesure les conditions de travail et les pratiques des consommateurs de vidéos INA ont-elles été modifiées durablement? Eh ben, je regarde la deuxième en même temps de questions. Quelles nouvelles méthodes de travail et expérimentation nées des adaptations à la crise sanitaire vont-elles peut-être perdurer au-delà de la crise? Alors, je commence par la deuxième qui va être très simple pour vous répondre. Je vous ai raconté à quel point au départ produire des vidéos à distance et en télétravail, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé mettre en place forcément immédiatement. Ça, en fait, au sein de l'INA au global, on a fait évoluer. Alors, pour l'instant, on est encore très incité à être en télétravail et que le travail en présentiel soit l'exception. Donc, au bout d'un an, ça y est, il commence à y avoir des routines, on va dire ça comme ça, et des habitudes. Et accessoirement, c'est tout sauf un accessoire, on va passer à un rythme de travail où la plupart des salariés pourront passer 3 jours de télétravail par semaine. On décorrèle ça complètement de la crise sanitaire. C'est une évolution forte de l'organisation du travail à l'INA. Je trouve ça évidemment très positif. Ça interpelle de très nombreuses manières. Et encore une fois, voilà, mettre des rédactions en télétravail, c'était comme si culturellement c'était impossible, comme s'il fallait que les journalistes le matin fassent la conf de rédac forcément en présentiel. Et ben, ça montre que des choses évoluent. Est-ce que la crise sanitaire est une parenthèse terminée? On voit souvent des marches dans la progression des services numériques et des escaliers, en fait. Et donc, ça progresse pas. La consommation de vidéos et les audiences numériques progressent rarement sur une ligne qui soit régulière. On voit souvent des très gros à-coups. Et après ça, ça retombe un petit peu. La question est la hauteur de la marche à laquelle on retombe derrière. Et en l'occurrence, là, oui, il y a des paliers sur la consommation de vidéos qui ont été franchis à l'occasion du confinement. Clairement, on a l'année dernière, sur la totalité de l'année 2020, les audiences numériques ont fait plus 56% par rapport à l'année 2019. C'est pas une audience normale, c'est pas une progression normale. C'est clairement dû vraiment à cette crise sanitaire. Et donc, on voit que encore en novembre, décembre de cette année, les audiences étaient restées très hautes, moins élevées qu'en mars, mais encore très hautes. Et voilà, sur les deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai entendu le chat, mais je ne vois pas le chat. Il y a une question de Géraldine qui va arriver a priori.
D'accord. Alors, c'est pour Antoine. Vous avez le micro coupé, Antoine, on ne vous entend pas. Pardon. Voilà, 1 an de télétravail, mais il arrive encore ce genre d'accident. Est-ce qu'on s'inspire plutôt de producteurs de contenu en ligne, toute catégorie, ou est-ce qu'on a des modèles dans le milieu des centres d'archives audiovisuelles? Les deux, évidemment. On regarde, on échange avec les différents centres d'archives et différentes fédérations. Il y a une fédération internationale des archives audiovisuelles qui existe, qui s'appelle la FIAT, d'une part, et d'autre part, donc ça nous inspire sur des modèles. Mais pour être tout à fait franc, l'INA est vraiment une très forte exception dans le paysage européen et même dans le paysage mondial sur la gestion des archives, parce qu'on est vraiment sur cette ambition aujourd'hui de, par nous-mêmes, aller faire le choix pour donner du sens à l'abondance des contenus. Anne, vous décrivez tout à l'heure les 20 millions d'heures qui sont aujourd'hui disponibles, enfin archivées par l'INA. Vis-à-vis de la diffusion au grand public, mettre 20 millions d'heures en ligne n'aurait aucun intérêt. Parce qu'en fait, ce qui fait du sens, c'est vraiment cette action d'éditorialiser et d'aller choisir ce qui va être pertinent à tel moment, parce que ça va faire écho au débat, parce que ça va raconter des ruptures, des continuités diverses et variées. Et ça, c'est ce qui se passe pour l'INA en étant, je vous le disais tout à l'heure, on fait partie de la famille de l'audiovisuel public et on est média par nous-mêmes. Donc on est entre les deux. On est à la fois un centre d'archives et un média, et donc on va aller regarder aussi bien ce qui va être pratiqué par nos petits copains de l'audiovisuel public, par exemple, avec qui on produit une offre comme Culture Prime. L'INA fait partie de cette offre Culture Prime avec France Culture, France Télévisions, TV5 Monde, Arte, etc. Et en même temps, on va aussi aller regarder quand des questions beaucoup plus précises sur qui peuvent être gérées effectivement sur des modèles beaucoup plus proches de ceux de différents centres d'archives. Donc, ce sont vraiment les deux qui vont nous inspirer. Alors, il y a une autre question pour vous, Antoine. Sur votre propre métier, qu'est-ce que la crise vous a appris? Quels enseignements tirez-vous de la crise par rapport à votre métier? Antoine et les autres intervenants également. Je laisse les autres répondre, je réfléchis. On laisse la parole à David et Anne alors. Bon, alors, je peux vous donner quelques éléments de réponse. Nous, dans le cadre de cette crise, en fait, on a été amené à devoir mettre au point des nouvelles méthodologies sur comment décrire l'impact d'une crise sur le contenu médiatique. À savoir, des crises, il peut y en avoir à plein de moments. Ça peut être des attentats, des choses comme ça. Jusqu'ici, on n'avait jamais décrit des périodes de crise. Et la période de la crise Covid, elle était assez particulière à décrire, parce qu'à la différence d'un attentat où ça démarre à l'instant T et ça se calme petit à petit, et ça dure pas forcément très longtemps. La crise Covid, elle a commencé dès janvier, à partir de fin janvier. Et ça a été décrit par une étude de Nicolas Hervé et Antoine aussi,
partir de fin janvier, je crois que ça a occupé 80% du temps, 80% des sujets de JT parlaient de la crise Covid. Et ça a duré des mois et c'est toujours pas fini, etc. Donc on a vraiment dû mettre en place des méthodologies pour essayer de mesurer l'effet de crise de ce genre dans les médias. Et c'était des outils statistiques qu'on savait, qu'on n'avait jamais eu besoin de déployer. Et ça nous a un peu forcé à se poser la question comment décrire une crise dans l'urgence. Autre chose, ça nous a donné, en termes de connaissances, une certaine idée de l'impact d'une crise sanitaire sur la représentation des femmes et des hommes dans les médias. Ça, d'un point de vue un peu connaissance fonda, on a créé des connaissances. Après, il s'agit d'une seule crise, hein, la crise Covid. Il faudrait voir pour les autres crises, si tant est soit qu'il y ait des crises similaires, juste ici. Typiquement, la grippe espagnole de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième, je ne sais plus. Malheureusement, on n'a pas assez de documents pour faire le même type d'études. Mais ce qu'on a fait, on pourrait l'appliquer au domaine du terrorisme et autres, voire typiquement, il y a une thèse, c'est que chaque crise, et là je vais citer une de mes co-autrices, Marlène Coulon-Duly. Alors, je vais essayer de bien la citer. Chaque crise porte en elle le risque ou l'opportunité d'invisibiliser davantage les femmes. Et donc voilà, nous, cette crise a été l'occasion de vérifier ça. Et malheureusement, c'était plutôt vrai. Sinon, ce que ça m'a appris aussi, c'est que j'aime pas travailler en télétravail total. Merci, merci David. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour ma part, pour répondre à cette question, justement, ça rebondit un petit peu sur ce que dit David. Je trouve qu'il y a eu une émergence de l'aspect humain, déjà dans nos rapports aux usagers. Enfin, comme à chaque fois que quelque chose qu'on tient pour évident, on se retrouve privé de cette chose et tout d'un coup, c'est un bouleversement total. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont aperçues qu'en face d'eux, ils avaient des êtres humains qui avaient des contraintes aussi. Et il y a eu énormément de chaleur humaine, d'encouragement, de messages de solidarité dans la communication avec les usagers qu'on pouvait avoir par rapport, enfin, eux, vis-à-vis des équipes de l'INA, dont ils sentaient bien qu'elles étaient mobilisées pour eux, en fait. Hein. Et on a vraiment eu de ce point de vue-là des échanges très riches. Et je trouve aussi, comme le disait Antoine, on est un service public hein, et il y a eu une forte mobilisation dès le départ de toutes les équipes de l'INA, de tous les services, et en particulier lorsqu'a été mis en place le plan de continuité d'activité, parce qu'on a des missions hein, essentielles et qui ne peuvent pas être interrompues. Par exemple, la captation du dépôt légal, ce sont des flux, hein, web, télé, radio, qui ne doivent pas s'arrêter, mais aussi pour ce qui me concerne plus particulièrement, enfin pour le service dans lequel je suis, dans le département de documentation, mais aussi l'enrichissement de ces flux par des métadonnées, parce que le flux, enfin les archives s'enrichissent d'1 million d'heures par an, et si on ne les décrit pas, on prend rapidement un retard qu'il n'est pas possible de rattraper. Et donc toutes les équipes se sont mobilisées. Les personnes qui avaient la chance de télétravailler, parce que tout le monde ne pouvait pas le faire. Il y avait des gens qui avaient des enfants en bas âge, il y avait des gens malades, il y avait des gens qui n'étaient pas équipés techniquement, etc. Mais les personnes qui pouvaient télétravailler se sont mobilisées pour compenser le fait qu'il y avait moins de gens présents et à travailler. Et du côté des équipes d'encadrement, on a été très vigilants aussi sur les risques encourus par ces personnes qui télétravaillaient.
parce que pour la partie documentation, par exemple, les documentalistes qui décrivaient les flux d'informations, les magazines, les journaux télévisés, bien en fait, c'était des personnes confinées qui décrivaient des émissions qui traitaient quasiment exclusivement pendant une période du confinement, du virus, de l'épidémie, de la crise sanitaire. Donc, c'était quand même assez lourd à porter. Et je pense qu'entre justement au sein des équipes, il y a eu beaucoup de solidarité, d'encouragement. Les gens se sont épaulés de façon à pouvoir continuer à assurer nos missions avec le plus de sérénité possible et des décisions, par exemple, d'allègement du traitement documentaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ont été prises aussi pour protéger les documentalistes, les personnes qui se trouvaient tout d'un coup confrontées à la fois dans leur vie personnelle à cette crise et aussi dans leur travail puisqu'ils devaient décrire, analyser ce qui se passait dans les médias. Donc voilà, je trouve qu'humainement, il y a eu des choses qui resteront marquantes dans cette période. Merci Anne pour ces dernières précisions. Et je pense qu'on va conclure sur ces paroles. Antoine, est-ce que vous voulez réagir à la question aussi ou pas? Mais très très rapidement, moi c'est vraiment ce qui me marque, c'est cette agilité, mine de rien. On peut se figurer l'INA comme une grosse institution, un gros mastodonte, quelque chose qui peut avoir du mal à bouger. Et en un jour, 2 jours, allez 3 jours, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en place. Tiens, un truc, évidemment, il y a besoin d'outils pour accéder à un VPN derrière quand on est en télétravail, des choses comme ça. Jusqu'à présent, et ça va rejoindre complètement ce que disait Anne, jusqu'à présent, vous appelez une hotline, vous ne savez pas vraiment à qui vous parlez. Au moment où le télétravail se met en place, vous commencez à avoir des contacts avec les 06 des techniciens de la hotline. Et ben ça, je peux vous dire que c'est tout bête, mais ça change des choses. Et ben en fait, tout le monde fait un petit peu la même chose du mieux qu'il peut pour essayer de mettre les choses en marche. Et voilà, ça y est, vous connaissez, vous mettez un prénom sur les techniciens d'une hotline, et ben je peux vous dire que ça change des choses dans les manières de travailler. Et donc, voilà, mais ça, c'est à l'image aussi de la société dans son ensemble. L'INA n'est pas différent de la société, tant mieux. Mais c'est assez marquant, on va dire ça comme ça. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure en me disant que on a pu voir pendant la table ronde que l'INA a su relever les défis de la crise sanitaire, les défis et les difficultés. Et ces équipes ont réussi à faire évoluer l'ensemble des offres pour continuer à répondre aux missions de service public. Donc, merci à vous trois pour votre intervention très riche et vos témoignages très précieux. Et on vous souhaite à tous une très bonne semaine des arts et médias.